production Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer un sujet qui, je crois, m'habite depuis toujours. Un sujet qui n'a jamais cessé de me bouleverser. Peut-être même le seul sujet qui tienne. Celui autour duquel tourne une bonne partie de ce que je fais, mais aussi de ce que nous sommes. Il s'agit de la mort. J'avais 6 ans la première fois que j'y ai été confrontée. Ce jour de septembre 1992, j'ai découvert une chose avec laquelle je bataille depuis. Le genre de chose qui réveille la nuit et qui fait gronder les cœurs. Les gens qu'on aime meurent aussi. On a beau dire que c'est un cycle, on a beau savoir que tout a une fin, on a beau broder notre mémoire, on a beau faire comme si c'était normal, on a beau croire en d'autres possibles. Quoi qu'il arrive, on doit vivre en supportant cela. Cette pensée ne m'a jamais quittée. Et si je me permets aujourd'hui d'être encore plus impudique que d'habitude, c'est je crois parce que nous sommes nombreux dans mon cas. Alors voilà. Est-ce que la philosophie peut apaiser cela? On dit qu'elle est une discipline pour apprendre à mourir. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je vous propose aujourd'hui de réfléchir ensemble à cette perspective, d'aller l'interroger dans nos tripes et nos esprits, et collectivement de se poser cette question: la pensée de la mort importe-t-elle à la vie? Du point de vue biologique, la mort correspond à l'arrêt des fonctions du cerveau, illustré par un tracé plat de l'encéphalogramme. Ni plus, ni moins. Aux yeux de la médecine, la question de la vie et de la mort se résumerait donc en une ligne dont les oscillations rythment notre existence jusqu'au jour où elle se transforme en une ligne plane, signe que l'individu vient d'accéder au repos éternel. Pour beaucoup d'entre nous, cette échéance inéluctable est effrayante. Comment s'y préparer? Et d'ailleurs, le faut-il? Ne risque-t-on pas, si l'on agit en ayant perpétuellement l'idée de notre mort, de passer à côté du véritable sens de notre vie? Ces questions ont beaucoup tourmenté les philosophes et les écrivains. Ils se sont interrogés non pas sur l'acte en lui-même, mourir étant au fond un moment inexorable qui ne relève que de la médecine, mais sur la façon dont nous pouvons appréhender notre propre décès au cours de notre vie. Car peut-être, et je dis bien peut-être, qu'en intégrant l'idée de notre mort, nous arriverons un peu mieux à appréhender celle des autres. Commençons par interroger notre cher Montaigne. Comment vivre en sachant que notre vie est vouée à l'éphémère? L'angoisse qui peut survenir après une telle pensée n'est-elle pas franchement légitime? Peut-on évacuer nos craintes? Pour Montaigne, dans ses essais, philosopher, c'est apprendre à mourir. Ça tombe bien.
La philosophie serait donc intimement liée à la pensée de la mort. Mais au lieu de nous faire part d'une doctrine, Montaigne ordonne son argumentation comme une série de conseils, qui constituent une sorte de guide pour mieux vivre cela. Car il s'agit bien de cela. La pensée de la mort délivre une certaine liberté à l'individu, qui ainsi aborde plus sereinement son existence. Montaigne écrit « La préméditation de la mort est préméditation de la liberté ». Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette idée a plutôt quelque chose de surprenant. On peut considérer qu'avoir perpétuellement à l'esprit l'image de sa mort est plutôt étouffant. On se retrouve enchaîné à une destinée qu'on ne peut pas changer, car cette fin est commune à tous, quelle que soit notre condition, quels que soient nos rêves d'immortalité. Et ce sentiment semble loin, très loin de la liberté. Pourtant, Montaigne justifie habilement ses propos. Pour lui, vouloir être dans l'ignorance de la mort, c'est risquer à tous les moments d'être frappé par le désespoir, lorsque survient la mort ou encore la maladie. Celui qui, au contraire, agit en connaissance de cause, prend conscience qu'il y a une fin et mène sa vie librement, car alors, il n'y a plus rien à craindre. Montaigne ajoute même qu'avoir conscience de sa mort, c'est aussi apprendre à ne pas avoir de regrets. Le philosophe touche ici à un point sensible qui a animé de nombreux écrivains après lui. Il faut dire que l'argument est de taille. La pensée de la mort permettrait d'éviter les remords et les regrets. Léon Tolstoï, l'écrivain russe, s'attarde particulièrement sur cette question, dans la sublime nouvelle qu'est la mort d'Ivan Ilitch. L'auteur y confronte deux visions de la mort d'un même individu. D'un côté, il y a les autres. Le malaise et le désordre social que produit la mort d'Ivan Ilitch fait qu'il est entouré de gens frivoles qui craignent de regarder le cercueil. De l'autre côté, on observe la propre mort d'Ivan Ilitch, qui au moment de son agonie comprend enfin le sens et la valeur de toute sa vie. Tolstoï paraît donner raison à Montaigne, car lorsque le personnage découvre qu'il a raté sa vie, c'est grâce à sa condition de mourant. Donc s'il avait pensé à sa mort plus tôt, il aurait évité certains choix et toute forme de regret. Il aurait vécu autrement. Montaigne et Tolstoï prônent en quelque sorte que la mort, ou plutôt la pensée de la mort, est un guide, et par ce biais, qu'évidemment, elle importe à la vie. Mais certains, comme Jean de Sponde, un poète baroque du XVIe siècle, vont radicaliser ce discours. Chez Sponde, on découvre les mêmes thèmes. Les courtisans qui ne font que s'amuser sont violemment décriés. Seule la pensée de la mort permet d'accéder à une véritable sérénité, car elle nous aide à découvrir le sens profond de notre existence. Son texte, Sonnet de la mort, rejoint indéniablement l'optique des textes précédents. Mais malgré tout, Sponde devient plus exigeant, plus sévère. Car contrairement à Montaigne, il refuse d'admettre l'idée que la pensée de la mort peut signifier autre chose qu'une vie austère. Et il ne souligne pas du tout cette notion de liberté. La pensée de la mort passe alors du statut d'art de vivre, chez Montaigne, qui nous permet de profiter de la vie, à celui de morale, chez Jean de Sponde, car la vie semble être d'une importance minime par rapport au royaume de la mort. Ici, on peut estimer que la pensée de la mort prend une dimension angoissante puisqu'elle cherche presque à nier la vie. Même gravité chez Pascal. Dans ses pensées, le philosophe déplore que les divertissements en tout genre soient utilisés pour masquer l'ennui, car ils nous détournent du vrai sens de l'existence.
Nous sommes tous condamnés à la mort, dit-il. Et l'homme qui a conscience de sa condition de mortel se détache de ces gens qui ne pensent qu'à chasser l'ennui et qu'à jouir des plaisirs au lieu de se consacrer à la préparation de leur mort. Pour Pascal, la pensée de la mort importe à la vie car elle lui donne du sens et de la dignité. Mais il faut pleinement s'y consacrer. Alors ce genre de pensée, très tournée vers la mort, s'exprime aussi à travers l'esthétisme, notamment à travers les tableaux des vanités baroques, les fameux « memento mori », « souviens-toi que tu vas mourir », qui montrent des éléments éphémères comme des bulles de savon ou des fleurs, insistant sur la rapidité de notre vie et donc sur la nécessité absolue de préparer la mort. Alors certes, l'ambiance, avec Jean de Sponde et Pascal et les vanités baroques, n'est pas à la fête. Et pourtant, d'autres civilisations utilisent elles aussi l'imagerie de la mort, mais tout autrement. Au Mexique, par exemple, ou encore au Tibet, têtes de mort et squelettes sont représentés sur des objets du quotidien, de manière joyeuse. Et dès lors, ils rejoignent bien plus l'art de vivre de Montaigne, comme pour signifier que la mort et la vie suivent un cycle régulier et naturel. C'est intéressant de souligner que même à travers ces ouvrages artistiques, on voit se distinguer deux tendances. D'un côté, la pensée de la mort libératrice, puisque nous allons mourir, soyons heureux de vivre. De l'autre, la pensée qui impose de la gravité, puisque nous allons mourir, préparons-nous à cette fin. En somme, deux salles, deux ambiances. Dans tous les cas, les auteurs semblent s'accorder sur une chose. La pensée de la mort donne du sens à la vie. Pourtant, même si cette phrase nous paraît évidente, est-ce une affirmation véridique ? Peut-être que cela se déroule ainsi pour les plus chanceux. Pour d'autres, cela ne fait peut-être qu'accroître l'angoisse, car tellement obnubilés par la pensée de la mort, de la perte, ils passent à côté de leur vérité. Et Montaigne, encore lui, illustre à merveille les paradoxes qui tournent autour de cette question. Car quelques années après ses premières réflexions, il propose une méditation sur la mort en contradiction totale avec la précédente. Notre cher Montaigne déclare cette fois-ci qu'il est regrettable de se soucier de la mort alors que nous sommes encore en vie, car à défaut de bien préparer notre mort, nous risquons, par trop de tourments, de gâcher notre existence. On peut s'imaginer des choses bien pires qu'elles ne le sont en vrai. À quoi bon anticiper quelque chose dont on ignore le déroulement ? Montaigne argumente cette fois-ci en expliquant que la préparation à la mort est en elle-même caduque, car s'imaginer des choses et donc formuler des hypothèses à leur sujet peut nous entraîner à extrapoler. Et l'angoisse ne fait que s'accroître, quitte presque à nous rendre malades, avant même qu'un véritable mal physique nous accable. Reprenons un instant le personnage d'Ivan Ilitch de Tolstoï. L'échéance de sa mort n'aurait-elle pas été plus lointaine si les médecins ne l'avaient pas autant inquiété à partir d'un rien ? Le pauvre homme anticipe alors sa mort et elle devient une véritable obsession, de sorte qu'il ne pense plus qu'à cette échéance et passe à côté de sa vie. Ou du moins, il n'en profite pas de ses derniers jours. Donc finalement, savoir qu'on va mourir, c'est bien, avoir conscience de notre mortalité nous permet de nous ancrer dans le vivant, mais trop y penser ne sert à rien. Et c'est à cet instant qu'il est essentiel de mentionner la fameuse parole du philosophe grec Épicure, qui lui affirme que la mort n'est rien pour nous. Il ne s'agit pas d'être frivole, mais Épicure demande à l'homme de se rendre maître de sa crainte de la mort,
car pour lui, c'est la première étape du bonheur. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, écrit Épicure à Ménécée. Il rejoint alors Montaigne et Tolstoï, car tout bien ou tout mal, dit-il, réside dans la sensation. Or, la mort est privation de sensibilité. La mort étant absence de sensibilité, elle n'est objectivement et concrètement rien. C'est un néant étranger à la vie, laquelle, au contraire, se caractérise par la sensation. Épicure se calque presque sur la définition biologique que j'évoquais en introduction. Mais il va plus loin encore. La mort, écrit-il, n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds n'existent plus. Pour lui, la pensée de la mort est donc tout bonnement inutile, puisque la mort n'est pas un sujet de la vie. Tolstoï, lui aussi, enrichit l'idée que la mort est anodine, puisque naturelle. Un peu plus loin, dans un autre texte, il propose l'idée du cycle de la nature. Lorsque l'on prend conscience de sa condition de mortel, la conduite la plus logique consiste à admettre sa fatalité en considérant qu'elle fait partie de l'ordre naturel des choses. Or, dit-il, il semble que les êtres qui y parviennent le mieux sont ceux qui ont toujours vécu avec la nature et son rythme cyclique, en alternance avec les saisons. Et ces individus sont bien sûr des paysans, comme il le dit dans Maître et serviteur, vivant avec la nature et connaissant la pauvreté. Mais ces gens sont aussi les plus simples, qui, Tolstoï l'écrit toujours, n'ont guère le temps d'écouter une angoisse sur l'hypothétique souffrance que l'on peut ressentir au moment de mourir. La pensée de la mort serait-elle donc un caprice de bourgeois trop centrés sur eux-mêmes ? Peut-être. Mais alors quoi ? Doit-on obligatoirement choisir entre la réussite de sa vie, en mettant de côté de la mort, comme le proposent Montaigne, Épicure, Tolstoï, ou celle de sa mort, quitte à sacrifier sa vie, comme le propose Pascal ou Jean de Sponde. N'avons-nous pas le droit de nous soucier des deux ? Entre nier presque sa mort, car elle n'est rien pour nous et y penser à chaque instant, n'y a-t-il pas de compromis ? Que disent les auteurs qui l'ont fréquenté de près ? Et si nous allions du côté de Socrate ? Dans l'Apologie de Socrate, Platon nous rapporte le récit de son procès en 399 avant Jésus-Christ. Socrate s'exprime à plusieurs reprises sur la mort alors qu'il se sait condamné. La dernière phrase de l'Apologie est une question. « Voici l'heure de nous en aller, moi pour mourir, vous pour vivre. De mon sort ou du vôtre, lequel est le meilleur ? Personne ne le sait. » Il sait que la mort est inévitable. Il ne cherche donc pas à prolonger sa vie au prix même de sa dignité. Car ce qui importe avant toute chose, c'est de bien faire, c'est de bien vivre. Et au moment où il dit ignorer quelle est la meilleure part, il se tourne vers la mort car il estime avoir bien vécu. La mort n'est pas à craindre si nous nous sommes conduits de notre mieux. Socrate s'en va, parfaitement en accord avec lui-même, et montre ainsi, dans une dernière leçon de philosophie, que la pensée de la mort peut importer à la vie dans une certaine mesure, si elle nous motive pour vivre en suivant notre raison, en donnant du corps à notre cohérence. Si l'on vit bien, c'est-à-dire en pensant à faire de son mieux, la mort en sera de même. Il n'y a pas d'opposition entre la mort et la vie, juste une harmonie, un effet miroir. Tout cela semble peu à peu se clarifier, enfin j'espère. Mais laissons tout de même apparaître dans cette recherche un dernier témoin, un dernier écueil aussi. On peut bien vivre en acceptant sa mort, mais que faire
de ma question initiale. Que faire de celle des autres ? Hervé Guibert, à travers ses nombreux ouvrages sur le sida, dont il succomba, s'exerça à définir son rapport à la mort et à l'écrire. Se sachant irrémédiablement condamné malgré son jeune âge, l'écrivain décida d'écrire une lettre à son entourage. Il exprime l'idée que la mort des autres est plus difficile que la sienne propre, car c'est ici que se joue la douleur, l'arrachement, la véritable perte. Il poursuit en expliquant qu'au-delà de ces souffrances, qui constituent la mort purement biologique, on aurait une seule raison de craindre la mort. C'est par peur que des choses soient restées en suspens dans notre vie. Or, pour éviter cela, il faut certes savoir que l'on est mortel. Mais il faut surtout, dit-il, vivre pleinement sa vie. Réaliser les projets avec une conviction inébranlable. Être fidèle à soi. Et surtout, aimer plus que tout. À travers ces mots, on comprend que la pensée de la mort n'a pas besoin d'être continue, comme chez Spond et Pascal, mais qu'il suffit d'avoir conscience de notre condition de mortel et de l'utiliser pour méditer sur notre vie. Dans ce cas, on peut aisément déclarer que la pensée de la vie importe à la mort. Et si envisager notre propre mort nous permet de vivre avec plus d'intensité, cela nous permet aussi, et peut-être surtout, d'aimer encore plus, pour que le jour où la mort des autres viendra nous plonger dans une insupportable obscurité, nous soyons certains de les avoir aimés de toutes nos forces. J'ai découvert que les gens meurent et que nous mourrons tous un jour en septembre 1992. Sans doute est-ce également ce jour-là que j'ai fait une autre découverte, certainement triviale. C'est qu'il n'y a aucune réponse à ce vertige-là, si ce n'est d'aimer, encore plus. Tant que le sang coule, gronde, tourbillonne, colère, palpite, défie. Ça ne protège de rien. Ce n'est ni une résolution, ni une philosophie. Et pourtant, c'est peut-être dans cette urgence que se dessine la vie. Le sort de la bougie est de brûler, dit François Cheng. Quand monte l'ultime volute de fumée, elle lance une invite en guise d'adieu. Entre deux feux, soit celui qui éclaire. Avant de vous quitter et de vous laisser méditer sur la vie, j'avais envie de partager avec vous ces mots d'Amos Oz, qui m'accompagnent depuis des années. La terre est indifférente. Le ciel immense et indéchiffrable. Ainsi, la mer, les plantes, les migrations des oiseaux. La pierre ne dit jamais rien. La mort est la plus forte et présente en toute chose. La cruauté se dissimule en chacun de nous. Chacun de nous est un peu l'assassin, sinon d'autrui, du moins de son âme à lui. L'amour me demeure incompréhensible. Je n'aurai sans doute plus le loisir d'en savoir long. Quant à la souffrance, elle est un fait accompli. Malgré tout cela, je crois qu'il est en notre pouvoir d'accomplir 2 ou 3 choses en ce monde. 2 ou 3 choses jolies. Nous le pouvons, donc nous le devons. Pour tout le reste, qui vivra verra. Plutôt que de continuer à écrire, je vais ce soir jouer de la flûte. Cela aussi doit avoir un sens, lequel je l'ignore. Amos Oz, un juste repos. Merci d'avoir traversé les ténèbres avec moi. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie et l'amour. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition.
d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.